Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer dans la séquence 7 la partie sur la modélisation des contacts avec frottement. Donc ça correspond dans votre poly au grand 6. Donc le frottement, on en a déjà parlé précédemment, on en a surtout parlé pour dire qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. On a supposé les liaisons parfaites, sans frottement. À chaque fois qu'on avait un contact, quand on faisait de la statique, il aurait fallu dire a priori qu'il n'y avait pas de frottement. Ok. Alors c'est une hypothèse qui est extrêmement classique et qu'on va utiliser dans énormément d'exercices. Mais c'est une hypothèse qui est un petit peu discutable. Alors déjà on va essayer de sentir un peu physiquement pourquoi. Déjà juste si vous posez votre main sur votre bureau et que vous appuyez un peu avec votre main sur le bureau, vous forcez un petit peu, et que maintenant vous essayez de faire glisser votre main sur le bureau, je pense que vous sentez une résistance. Ben, cette résistance, c'est du frottement. Et donc je vous laisse vous convaincre autour de vous que ça frotte assez souvent et dans beaucoup d'endroits. Alors le frottement, assez souvent, c'est une chose qu'on va essayer de minimiser. Alors pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on s'intéresse à une chaîne de transmission mécanique, une grosse partie, pour pas dire l'intégralité de l'énergie, de la puissance dissipée, donc de la perte de rendement, on va dire, est liée à du frottement. Donc si on arrive à minimiser le frottement, a priori c'est bon pour le rendement, et si c'est bon pour le rendement, c'est bon pour la planète. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt une bonne chose. Mais à l'inverse, il y a par contre des systèmes, des mécanismes qui ne peuvent pas fonctionner sans frottement. Alors un exemple que vous pratiquez au quotidien, c'est vous, enfin le mécanisme on va dire de votre corps avec le sol. Si vous essayez de marcher sans frottement, ça va être très compliqué. Alors là encore, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait l'expérience de marcher plus ou moins sans faire exprès sur une plaque de glace. Alors c'est pas vraiment la saison, hein, mais je vous laisse imaginer en hiver. Hein. Si vous marchez sur une plaque de glace, je pense que vous sentez que c'est un petit peu plus compliqué de marcher. Et encore une fois, si vous marchez sur une plaque de glace avec, à la place de vos chaussures, avec votre semelle en caoutchouc, une semelle en glace, alors là c'est encore plus rigolo. Donc tout ça pour dire que là le frottement, typiquement dans le cadre de la marche, c'est vital. S'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de marche. Voilà, donc selon les applications, on va tenter en général de minimiser le frottement ou à l'inverse, parfois de maximiser le frottement, le but du jeu étant de ne pas glisser quand vous faites votre footing dehors. Maintenant, voilà, donc ça c'est un premier point sur ce qu'est le frottement. Alors maintenant, vu qu'on va parler de modélisation, on va revenir sur les hypothèses de modélisation. Donc dans toute cette partie, on va toujours supposer que nos solides sont indéformables et qu'il n'y a pas de jeu entre dans nos liaisons. Alors, c'est un peu associé à cette notion de liaison sans jeu. On va aussi rappeler que les géométries sont parfaites. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, typiquement, ma brosse pour effacer mon tableau que j'ai mis sur un plan incliné, je vais supposer que la surface de contact qui est dessous, c'est une portion de plan qui est parfaitement plane, parfaitement rectangulaire, etc., etc. Encore une fois, c'est une hypothèse. Ok. Et donc voilà, donc ce frottement c'est une action mécanique qui a tendance à s'opposer au mouvement ou à la mise en mouvement, on va en reparler. Et donc ce qu'on vient de voir c'est que assez régulièrement on va devoir nécessairement prendre en compte le frottement parce que sinon on va pas pouvoir modéliser finement ce qui se passe. Si vous essayez de modéliser une marche sans parler de frottement, ça marchera pas, c'est le cas de le dire. De même, si on s'intéresse donc alors là je l'ai fait avec une brosse de tableau sur un plan incliné, mais je vous invite à prendre 2 livres, de préférence 2 livres relativement lourds. Si vous posez vos 2 livres l'un sur l'autre et que vous inclinez le livre du bas, vous allez voir que tant que vous n'avez pas mis un angle que je vais appeler ici alpha suffisamment important, votre livre du haut il ne va pas glisser. Et à partir d'un certain alpha, votre livre du haut va glisser. Pourtant, a priori, si vous vous souvenez de votre cours de physique de terminale, vous avez dû, je pense à peu près comme tout le monde, faire l'exercice, je dessine toujours aussi bien, du skieur sur le plan incliné, quelque chose qui ressemblait à ça. Ok.
soumis à son propre poids, et vous avez dû démontrer que, a priori, hein, dès qu'on a la moindre pente, dès qu'on a l'angle alpha à ce niveau-là qui est non nul, notre skieur, il accélère. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette modélisation, elle se prête pas trop à ce qu'on constate, à savoir, non, en pratique, tant qu'on n'a pas un angle minimum, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mise en mouvement. Donc c'est pour ça que assez souvent dans les exercices, on devra nécessairement modéliser le frottement. Et dans ce cas-là, on dira que nos liaisons, elles ne sont plus parfaites. Donc ce qui est important de retenir dans le concept au passage de liaison parfaite, c'est qu'elles doivent être parfaites géométriquement, donc ça veut dire solide indéformable, il n'y a pas de jeu, les surfaces sont idéales, on a des sphères, des cylindres, etc. Et en plus, il faudra qu'il n'y ait pas de frottement. Alors pour ça, je vous renvoie d'une part vers la vidéo de cours sur les torseurs d'action mécanique de liaison, et on a aussi reparlé de cette notion-là dans le TD3 quand j'ai utilisé le comoment en parlant de puissance dissipée dans une liaison. Donc voilà, et c'est notamment via cette notion de puissance dissipée dans une liaison qu'on peut proprement définir la notion de liaison parfaite, mais c'est lié au frottement. Ok, donc force de ce constat, là je suis en train de vous dire il y a du frottement à peu près tout le temps, ok, super. Donc quand est-ce qu'on va modéliser le frottement en pratique dans les exercices? La réponse est en fait très simple, quand on vous le dit. Par défaut, on va considérer que nos liaisons sont parfaites sans frottement. Et si on veut rajouter du frottement, ce sera marqué dans le sujet. Alors, ça c'est vrai pour 90% des exos, et après il y aura quand même quelques exercices où peut-être ce ne sera pas dit de façon si explicite, mais en fait ça concernera des mécanismes qui ne peuvent pas exister sans frottement. Typiquement, ce sera par exemple le cas d'un frein, voilà, un frein de vélo. Si vous voulez étudier ce qui se passe entre la partie en gomme et votre roue, si on ne modélise pas le frottement, il ne va pas se passer grand-chose. Vous avez, on va dire, des contacts ponctuels, et on pourra mettre en évidence, on le fera en exercice pour s'entraîner, que sans frottement, globalement, votre frein ne freine pas. Voilà. Donc, il y a quelques systèmes où il n'y aura pas forcément besoin d'être si clair que ça. En pratique, on vous le dira quand même d'une façon ou d'une autre, et ne serait-ce on vous le dira dans le paramétrage pour modéliser le frottement. Il va falloir notamment utiliser un coefficient, dont on va reparler juste après. Si on ne connaît pas ce coefficient, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas déduire. Donc nécessairement, si on vous parle de coefficient de frottement, c'est marqué dans le nom, il y aura du frottement. Ok, donc ça c'était vraiment juste pour introduire ce concept de frottement. Donc comme je vous le disais, le frottement c'est une notion qui est importante, notamment pour essayer d'améliorer le rendement des systèmes. Et du coup, il existe une tripotée de modélisation du frottement, plus ou moins compliquée, plus ou moins précise. Tout ça, au passage, c'est une famille de la méca au sens large qui s'appelle la tribologie. La tribologie, c'est l'étude du contact, et globalement, c'est l'étude des frottements. Il y en a il y a deux modèles de contact avec frottement qui sont à votre programme. Le premier, c'est un modèle qu'on a déjà utilisé plein de fois, en SLCI notamment. C'est ce qu'on appelle le modèle de frottement visqueux. Donc dans ce modèle de frottement visqueux, on dit juste qu'il y a un effort qui va s'opposer au mouvement et qui va être proportionnel à la vitesse avec un coefficient qu'on note souvent mu, parfois f, voilà, qui est le coefficient de frottement visqueux. Donc je vous renvoie vers plein d'exercices qu'on a fait un petit peu en SLCI dès que ça bouge, ou en physique sur votre système masse-ressort, amortisseur. Voilà, l'amortisseur, typiquement, ça modélise un frottement visqueux. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, et on vous en demandera pas beaucoup plus a priori le jour du concours. Donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus. L'autre modèle est un peu plus particulier, c'est le modèle de Coulomb. Alors le modèle de Coulomb, c'est un modèle de la grande famille des modèles de frottement sec. Alors le frottement visqueux, c'est plutôt ce qu'on appellera un frottement fluide, le modèle, donc celui dont j'ai parlé juste avant, et le modèle de Coulomb, c'est plutôt ce qu'on appellera un frottement sec. Donc pour vous, si on vous parle de frottement sec, en fait on vous parle du frottement de Coulomb.
Donc, Coulomb, que vous connaissez déjà normalement pas mal, hein, parce que des lois de Coulomb en électrocinétique, notamment. Donc, Coulomb, c'est un physicien de la fin du 18e, si je dis pas de bêtises, fin 18e, début 19e, je crois, qui était donc un physicien, mais qui était aussi un ingénieur, notamment un ingénieur en génie civil, donc construction de bâtiments plutôt, et un ingénieur naval, donc construction de bateaux. Et que ça soit pour construire des bâtiments ou construire des bateaux, il est important, enfin il est nécessaire plutôt, de pouvoir transporter des charges relativement lourdes, hein, que ce soit des gros parpaings pour faire des bâtiments ou des troncs d'arbres pour après en faire des coques de bateaux. Il faut pouvoir traîner des pièces assez lourdes. Et donc, naturellement, il s'est quand même assez vite posé des questions sur le frottement. Il a essayé de formaliser tout ça, et il a plutôt bien formalisé, hein. Et donc, il a mis en place un premier modèle pour essayer justement de quantifier les choses, de savoir en pratique combien de personnes il devait mettre sur la corde pour tirer un tronc d'arbre. Voilà, une question très pragmatique. Et donc, il a mis en place son modèle de Coulomb. Alors, le modèle de Coulomb, il va être divisé en 3 cas, on va dire 2 cas et demi. Le cas d'adhérence, dont on va commencer par parler, et le cas de frottement, dont on parlera juste après. Alors, le cas d'adhérence, alors il porte plusieurs... On peut en parler sous plusieurs noms. Adhérence, c'est, je pense, le plus propre. Mais parfois, vous pourrez voir modèle, on pourra parler de non-glissement. Non-glissement. Et c'est un cas un peu particulier du non-glissement, donc je le mets entre parenthèses. On aura aussi le non-roulement. Ok, on va en reparler de toutes ces notions un tout petit peu après. Alors, pour illustrer tout le raisonnement ici, hein, je vous invite à regarder en même temps la figure du bac qui doit vous rappeler quelque chose. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on avait utilisée pour mettre en place les notions de glissement et de roulement sans glissement. Petite remarque, hein, c'est pas complètement pour rien qu'on parle de non-glissement et de non-roulement. Ok, donc s'il y a de l'adhérence, adhérence ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du point de contact entre nos deux solides, hein, donc le point I à ce niveau-là, on a une vitesse de glissement qui est nulle. Donc on a de l'adhérence si la vitesse de glissement est nulle. Ça c'est la définition pure et dure. Ok. Du coup, si on a de l'adhérence, alors, hein, vous pouvez noter que c'est une implication, l'effort tangentiel est tel que la norme de T de 1 sur 2 est inférieure à F fois, on va dire, la norme de N de 1 sur 2 pour rester cohérent dans les notations. Avec N sur 2 positif par rapport au schéma qui est ci-dessous. Ok, donc ça c'est un théorème, on va dire que c'est un théorème à apprendre par cœur. Deux choses à retenir, hein. Déjà que c'est une relation si-alors, hein, c'est une implication. Et deuxièmement, on a une inégalité qui n'est pas stricte. C'est-à-dire que notre norme de l'effort tangentiel, elle est inférieure ou égale à petit f, un coefficient dont on va reparler, fois la norme de la partie normale de mon effort. Alors je vous propose de regarder un petit peu plus sur le dessin ce que ça veut dire, ça. Donc là, j'ai un contact ponctuel en I. Alors, si mon contact ponctuel était parfait, auquel cas, ce que j'ai en fait ici, c'est une liaison spare-plan, d'un point de vue modélisation. Et du coup, je sais que l'action mécanique de 1 sur 2, elle va être portée par la normale au contact, portée par mon vecteur n. Voilà, et donc là, j'aurai mon action mécanique de 1 sur 2. Maintenant, si j'ai du frottement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, je vais avoir une force qui va avoir tendance à s'opposer à un potentiel glissement. Et donc cette force, elle va être dans le plan tangent au contact. C'est celle qui est représentée à ce niveau-là par T de 1 sur 2. Peut-être juste un tout petit peu. Par T de 1 sur 2. Ok. Et donc que nous dit ce théorème? Il nous dit que cette force tangentielle, le T de 1 sur 2, s'il n'y a pas de glissement, s'il y a adhérence, sa norme est nécessairement inférieure ou égale à petit f, un coefficient, fois la norme de ma composante, enfin on va dire fois ma composante normale. Ok. Alors, on va commencer par cette première remarque que j'ai mis à côté, le fait que n de 1 sur 2 doit être plus grand que 0. Alors c'est par rapport à mon schéma ci-dessous. Donc là, j'ai mis mon vecteur n orienté de 1 vers 2.
Et là, le fait que n de 1 sur 2 est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la configuration de ce schéma, avec un effort n qui va vers le haut. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que mon solide 1, il appuie sur mon solide 2. Je ne peux pas avoir mon solide 1 qui tire ponctuellement sur mon solide 2. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de coefficient de frottement, etc. Donc là, on s'intéressera à deux solides qui s'appuient l'un sur l'autre. Donc ça, c'était pour ce qui a marqué dans cette parenthèse. Ok, maintenant, on va voir ce qu'on peut déduire de ce théorème. Alors, un premier point important à comprendre, c'est que, a priori, si par exemple je connais mon effort normal et que je sais qu'il y a de l'adhérence, je ne connais pas en fait la direction de ma force. Pourquoi je ne connais pas la direction de ma force? Pour deux raisons. La première déjà, c'est que je ne connais pas la direction de T de 1 sur 2. Est-ce que T de 1 sur 2 est comme représenté sur la figure, ou est-ce que T de 1 sur 2, il va, on va dire, vers l'avant, il va vers l'arrière? J'en sais rien. Donc je ne connais pas la direction de T de 1 sur 2, ça c'est un premier résultat important à comprendre. Et en plus de ne pas connaître sa direction et son sens, je ne connais pas non plus sa norme, puisque sa norme, elle est reliée à mon effort normal par une relation qui est une inégalité. Donc même si je connais mon effort normal, en pratique, je ne connais pas mon effort tangentiel, que ce soit en direction, en sens ou en norme. Donc tout ça pour dire, je vais passer directement au dernier point, que si vous voulez déterminer entièrement ce qui se passe au niveau de votre liaison ponctuelle avec frottement, il faudra écrire différentes équations du PFS pour déterminer des choses sur n de 1 sur 2, mais aussi sur t de 1 sur 2. Ok. Ensuite, deuxième point important, c'est ce facteur petit f, à ce niveau-là. Alors ce facteur, c'est ce qu'on appelle en général le coefficient de frottement. Alors coefficient de frottement ou facteur de frottement, c'est pareil. Dans ce cas précis, vous pourrez même voir ou entendre parler, je pense notamment à ceux comme M. Dupont, et qui se sont perdus sur ma chaîne YouTube, de coefficient d'adhérence. Alors, je parlerai un tout petit peu de la distinction entre coefficient de frottement et coefficient d'adhérence à la fin de cette vidéo. Grosso modo, retenez que dans les exercices, c'est du pareil au même. Il y a une petite distinction physique, pratique, mais de mémoire des 15 dernières années, je ne crois pas qu'on ait fait la distinction dans un sujet, je ne crois pas. Et quand bien même il y aurait la distinction, à mon avis, on expliquerait très clairement la distinction entre les deux. Donc je vais en reparler un tout petit peu à la fin. Frottement, adhérence, d'un point de vue du coefficient, même combat. Ok. Alors, ce point sur la force reste dans le cône de frottement. Je vais en reparler un tout petit peu après. Alors je vais vous expliquer ce que représente ce cône de frottement, etc. Mais déjà, juste géométriquement, ça veut dire quoi? Ma force F, qui au final, ma force F, je peux l'écrire F de 1 sur 2, comme étant N de 1 sur 2, plus T de 1 sur 2. Donc c'est la somme de la partie normale au contact et de la partie tangentielle. Donc c'est la force que je repasse là en rouge. Je vous laisse vous convaincre que le projeté orthogonal sur la normale, ça me donnera bien N de 1 sur 2, et que le projeté sur le plan tangentiel au contact, ça me donnera bien T de 1 sur 2. Ok. Cette force, si vous regardez, elle est effectivement, dans mon dessin, incluse dans le cône que je représente en vert. Ce cône, c'est ce qu'on va appeler le cône de frottement. Mais pour en parler proprement, on va parler d'abord du glissement. Voilà. Mais juste, quand je vous parle du cône de frottement, je parle de ce cône-là. Et je reviendrai du coup sur le slide de l'adhérence juste après. Voilà ce qu'il faut retenir sur l'adhérence. Alors je pense que vous comprenez bien le concept de non-glissement. Effectivement, si quand on a adhérence, le vecteur vitesse de glissement est nul, a priori, il n'y a pas de glissement. Et petite remarque, pourquoi est-ce qu'on peut avoir du non-roulement? Alors, le non-roulement, c'est une configuration particulière où on n'a pas de glissement et en plus, on n'a pas de roulement. Donc, je vous renvoie vers le cours sur le roulement sans glissement. Je vous rappelle que le roulement est associé au vecteur taux de rotation, là en l'occurrence de 2 par rapport à 1. Donc, on pourrait avoir du non-glissement et non-roulement ou du
non-glissement, mais du roulement. Bon, ouais, et je vais même l'effacer, le non-roulement. Retenez adhérence ou non-glissement, c'est la même chose. Le non-roulement, on en reparlera un petit peu après. Ok. Maintenant, on va voir le deuxième cas d'étude possible. C'est le cas où on a du glissement. Donc, je vous renvoie vers votre cours de la séquence 6. Mais ça veut dire quoi qu'on a du glissement? Ben, ça veut dire qu'au niveau du point de contact, entre 2 et 1, je vais avoir un vecteur vitesse de glissement. Je peux représenter... Alors, je vais le faire en... pas en rouge. Je vais le faire en bleu. Ok. Donc ça va être la vitesse du point I appartenant à 2 par rapport à 1. Ok, donc ça c'est le vecteur vitesse de glissement de I appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, vu que j'ai du glissement, on parlera soit de glissement, et dans cette configuration, on pourra parler aussi de modèle de frottement. Donc déjà, c'est quoi la différence entre l'adhérence et le frottement? L'adhérence, c'est quand ça bouge pas. Le frottement, c'est quand ça bouge. C'est tout. Donc, là encore, que nous dit le modèle de Coulomb? Si on a du glissement, donc si la vitesse au niveau du point de contact entre 2 et 1 est différente du vecteur nul, alors, et j'insiste, c'est encore une implication, ça veut dire que l'effort tangentiel, cette fois-ci, on peut relier sa norme à la norme de l'effort normal, avec cette fois-ci une égalité. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que si je connais n de 1 sur 2, alors je connais t de 1 sur 2. Ok. Ça, c'est un premier truc que me donne ce théorème. Alors ce théorème, il me dit même quelque chose d'un petit peu différent que je vous ai écrit en dessous, mais je vais peut-être l'écrire sous forme de mathématiques, sous forme, sous forme plus mathématique. C'est que t de 1 sur 2, il y a plein de façons de l'écrire, scalaire v de i appartenant à 2 par rapport à 1, ça va être égal à moins t de 1 sur 2, norme de t de 1 sur 2, fois la norme de la vitesse de i appartenant à 2 par rapport à 1. Ok, donc là je vous l'ai écrit sous forme un peu vraiment mathématique, maintenant je vais vous dire ça avec des mots. Qu'est-ce que je viens d'écrire là? Je viens d'écrire deux choses. Déjà, le fait que le produit scalaire soit égal en valeur absolue au produit des normes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Donc, le vecteur tangentiel de 1 sur 2, il va être collinéaire avec le vecteur vitesse du point de contact entre 2 et 1. Ça, c'est un premier résultat important. Deuxième résultat important, c'est ce signe moins. Le fait que j'ai ce signe moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de t de 1 sur 2 va être opposé au sens du vecteur vitesse de i appartenant à 2 par rapport à 1. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, et c'est ce que je vous ai dessiné ici, c'est que t de 1 sur 2 va être opposé dans le cas du frottement à la vitesse en i appartenant à 2 par rapport à 1. Ok. Alors juste une petite remarque, oubliez cette flèche pour l'instant. Donc ces deux vecteurs, ici et là, ils sont bien collinéaires. Et on voit bien aussi que l'action mécanique de 1 sur 2 est de sens opposé à la vitesse de i appartenant à 2 par rapport à 1. Là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que mon effort de frottement, il va s'opposer au mouvement. Ce qui, encore une fois, est assez intuitif. Si vous faites frotter votre main, donc frotter, ça veut dire que votre main bouge sur la table, la table va exercer une action mécanique vers votre main qui va avoir tendance à la ralentir, qui va aller dans le sens opposé au vecteur vitesse du point de contact entre votre main, de votre main par rapport à la table. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Déjà, déjà, premier point, alors ça c'est de la séquence 6, mais la vitesse de glissement appartient nécessairement au plan pi là, que j'ai représenté en bleu. La vitesse de glissement est nécessairement dans le plan tangentiel, au contact. Ensuite, le sens plutôt que direction. Donc on a un sens opposé entre la vitesse de glissement donc de 2 par rapport à 1 et l'action mécanique de 1 sur 2. Ça, c'est important à retenir. La force est sur le cône de frottement. On retrouve cette histoire de cône de frottement, on va finir par en parler. Et F est égal à tangente phi. Ok. Alors on va parler des deux derniers points, c'est des points très importants. Donc, je vais partir de cette relation, à ce niveau-là, que je vais appeler petit 1.
Ok. Alors, en partant de cette relation petit 1, est-ce que je peux exprimer mon coefficient de frottement petit f? Bah oui, pas de souci, hein. De 1, je peux en déduire quoi? Je peux en déduire que petit f, c'est égal à norme de t de 1 sur 2 sur norme de n de 1 sur 2. Alors, juste niveau notation, pour pas trop surcharger pour la suite, hein, ça je vais l'appeler t et ça je vais l'appeler n. Voilà. C'est juste pour pas trop charger les notations. Ok, donc f c'est égal à t sur n. Très bien. Alors, je vais m'amuser à dessiner t et n. Donc là, j'ai ma force de 1 sur 2. Et tout à l'heure, hein, je l'avais écrit, je peux peut-être le réécrire, mais j'ai ma force F qui va être du coup égale à T plus N. Donc N, ça correspond à la composante normale de ma force, donc N, ça va correspondre à ce vecteur-là. Et T, ça va correspondre à ma composante tangentielle, donc ça va correspondre à ce vecteur-là. Ok. Donc jusque-là, hein, j'ai juste projeté mon effort F de 1 sur 2 sur le vecteur normal et sur le vecteur tangentiel, par rapport au plan de contact, au plan tangent, pour être précis. D'accord, pas de problème. Alors, petite remarque, hein, j'ai des angles droits ici et là. Donc, par exemple, hein, je peux m'amuser à redessiner. Non, je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Je peux m'amuser à redessiner à ce niveau-là mon vecteur t. Voilà. Je vous laisse vous convaincre hein, que ce vecteur et ce vecteur, c'est le même. Hein, c'est un rectangle. Très bien. Donc, partant de là, est-ce que... Partant de là, est-ce que je peux... cet angle-là que j'ai appelé phi, est-ce que je peux l'exprimer en fonction de t et de n? Oui, je peux l'exprimer en fonction de t et de n. Je peux dire que, vu que j'ai un triangle rectangle à ce niveau-là, hein, je vais avoir tangente phi, qui est égal donc, au côté opposé, donc t sur côté adjacent n. Ok. Ah, mais t sur n, je l'ai déjà écrit tout à l'heure, je l'ai écrit ici. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que tangente phi c'est égal à t sur n, c'est égal à petit f. Ok. Je vous laisse peut-être mettre en pause si vous voulez réfléchir 15 secondes à ce que j'ai fait, hein, mais là normalement il n'y a pas vraiment de piège. Donc c'est comme ça qu'on peut définir ce fameux angle phi là dont on a vu, dont on parlait déjà sur le slide précédent. Et donc on a cette relation importante qui est que f est égal à tangente phi. Alors, f c'est le coefficient de frottement, phi c'est ce qu'on va appeler l'angle du cône de frottement. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler d'un cône de frottement? Parce que, a priori, imaginez que mon vecteur vitesse, hein, là il va vers la droite, mais il pourrait tout aussi bien, le vecteur vitesse qui est à ce niveau-là, il va vers la droite, mais il pourrait par exemple à un autre moment aller vers la gauche, ou aller vers moi, ou aller vers le fond. Donc il peut être en fait orienté n'importe comment, a priori, tant qu'il reste dans le plan tangent. Et ce qui fait que mon vecteur t, à chaque fois il va s'opposer à mon vecteur vitesse, mais du coup il peut lui aussi être orienté n'importe comment dans le plan tangent. Juste si je le... ça sera plus clair en 3D. Ce que je suis en train de dire, hein, c'est que mon vecteur vitesse, là je l'ai représenté comme ceci, mais il peut être vers là, il peut être vers là, il peut être vers là, tant qu'il est dans le plan tangent. Et à chaque fois, mon vecteur, mon t, sera opposé au vecteur vitesse. Donc là, hein, toutes mes flèches rouges et bleues hein, sont incluses dans ce plan-là. Donc le raisonnement que j'ai fait en 2D, en pratique, je peux le faire en 3D. Je peux le faire, je peux le faire en 3D. Et du coup, je vais en fait pas dessiner un triangle, mais je vais dessiner un cône. Et ce cône, il a pour angle au sommet, enfin pour demi-angle au sommet, l'angle phi. Donc là, ce qui est à gauche, c'est juste une représentation 2D de ce que j'ai fait à droite hein, dans l'idée. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle le fameux cône de frottement. Et donc ce que nous dit le point, je ne sais plus où il est, voilà, c'est ce point-là, à ce niveau-là, c'est que s'il y a du glissement, alors la force est nécessairement sur le cône de frottement. C'est pour ça, une petite remarque, que ce dessin que j'ai piqué, il n'est pas tout à fait adapté, puisque là ma force, a priori, elle devrait être sur le cône de frottement. Si je fais bien mes projections. Et ça c'est dû au fait que le cône de frottement, on l'a créé à partir de cette relation. Et cette relation, elle est vraie quand on a du glissement. Puisque quand on a cette relation
on a f qui vaut bien t sur n, et que on a construit l'angle phi, on a construit le cône de frottement à partir donc de ce t sur n maximum. Ok, donc ça c'était pour vous introduire cette notion d'angle de demi-angle au sommet du cône de frottement à l'angle phi, et de cône de frottement et de f. Ok, alors maintenant on va revenir sur l'adhérence. Parce que là j'avais sauté 2-3 étapes. Notamment j'avais sauté ce truc où j'avais marqué que la force reste dans le cône de frottement. Alors, donc là typiquement ça s'y prête un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on a vu juste avant ? On a vu que ce cône-là, c'est un cône qui a pour demi-angle au sommet phi. Ok. Et phi, ça vaut quoi ? Enfin, tangent, et on a tangente phi qui est égal à petit f. Ok. Donc on a tangente phi qui est égal à petit f, pas de souci. Nous, là, ce qu'on a pour l'instant, on a le fait que... Non, que je vous l'écrive dans le bon ordre. Si je pars de cette relation que je vais appeler la relation 0, cette relation 0, elle me dit quoi ? Eh bien, elle me dit que mon effort tangentiel, il va être nécessairement plus petit que f fois mon effort normal. Ok, mais on a vu que dans la configuration où mon effort tangentiel était égal à f fois mon effort normal, j'étais pile poil sur le cône. Donc si mon effort tangentiel, il se réduit, si mon effort tangentiel il est plus court, je vais du coup juste pour vous donner, pour vraiment bien le sentir, je vais le dessiner encore plus court. Imaginez que mon effort tangentiel se réduise. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que mon effort, qui va être la somme de mon effort normal et de mon effort tangentiel, va se rapprocher de la verticale. Et le cas limite, au passage, si j'ai pas de frottement, je vais bien retrouver mon effort normal. Donc là, ce qu'on voit, c'est que plus t diminue, plus je me rapproche de la verticale de mon cône. Et ce qu'on a vu, c'est que dans la configuration où on a une égalité entre mon effort tangentiel et f fois mon effort normal, on est pile poil sur le cône. Donc là, vu que j'ai une inégalité, j'ai deux possibilités. Soit je suis sur le cône, ça c'est si jamais j'ai l'égalité, soit je suis strictement à l'intérieur du cône, c'est si jamais mon effort tangentiel est plus petit que f fois mon effort normal. Donc quoi qu'il en soit, quand j'ai de l'adhérence, je sais que la force reste dans le cône ou sur le cône. Et ça, c'est important. Alors ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire une petite feuille, adhérence, glissement, et de vous mettre à chaque fois ce que ça implique, etc. Et du coup, partant de là, on a un tout petit peu de logique, on peut en déduire plein de choses en jouant avec des contraposés de nos implications. Par exemple, si je sais que ma force F là, elle est à l'intérieur du cône de frottement, et nécessairement, ça veut dire que mon effort tangentiel, il est plus petit, strictement, que f fois mon effort normal. Et s'il est strictement plus petit que f fois mon effort normal, alors nécessairement, je suis en adhérence, puisque je sais qu'en glissement, j'ai l'égalité. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre force est strictement dans votre cône de frottement, alors vous êtes en adhérence. Par contre, si votre force est sur le cône de frottement, est-ce que vous pouvez en déduire quelque chose ? Est-ce qu'on est en cas d'adhérence ou est-ce qu'on est en cas de glissement ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque là, j'ai l'égalité qui est possible, et ici, j'ai une relation d'égalité. Donc, si ma force est sur le cône de frottement, je ne peux pas conclure. Par contre, si ma force est dans le cône strictement, je peux dire que je suis en situation d'adhérence. Ça, c'est un résultat qui n'est pas inintéressant et qu'on utilisera assez souvent. Alors, il y a un dernier cas, qui est un cas limite, que je vais vous écrire ici. C'est ce qu'on appelle en général la limite de glissement. La limite de glissement. Alors, c'est quoi la limite de glissement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'on est en adhérence, dans une configuration d'adhérence, mais qu'on a la relation avec l'égalité. Voilà, donc quand on vous parlera de limite de glissement, ça veut dire qu'on ne glisse pas, mais on est sur le cône. Mais on n'est vraiment pas loin de glisser, notamment. Voilà. Donc c'est un cas particulier, c'est un sous-cas de l'adhérence.
On va dire ça comme ça. La limite de glissement, vous pouvez le voir comme un cas particulier de l'adhérence. Donc si dans un sujet, on vous dit qu'on se place à la limite de glissement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire en pratique, il y a de l'adhérence et qu'on suppose l'égalité. Donc là, on sait qu'on est sur le cône de frottement. Je pense vous avoir tout dit sur le modèle de Coulomb. Alors, c'est un cours assez dense et avec pas mal de petites subtilités. Donc, je vous invite à le relire une fois ou deux. On en discutera sur Zoom s'il y a des questions, hein, bien sûr. Et on va donc appliquer tout ça en exercice. Mais avant ça, on va parler un tout petit peu de ce coefficient de frottement. Alors, dans la plupart des sujets, ce sera une donnée. Ce sera une donnée, hein, comme, je sais pas, la masse d'une pièce, on aura le coefficient de frottement entre deux pièces. Voilà. Mais vous n'êtes pas à l'abri, potentiellement, qu'on vous demande de, par un calcul lambda ou en TP, hein, de retrouver un coefficient de frottement. Donc c'est important d'avoir des ordres de grandeur de coefficient de frottement. Alors déjà, ce coefficient de frottement, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de plein de choses. C'est pour ça qu'on le détermine en général plutôt expérimentalement, notamment de la nature des matériaux en contact. Typiquement, si vous mettez par exemple deux pièces, si vous mettez par exemple deux pièces en alu en contact l'une sur l'autre, elles vont glisser d'une certaine façon, en alliage d'aluminium. Par contre, si vous mettez une pièce en alu en contact avec une pièce en fonte ou en acier, elle va glisser d'une façon différente. Donc, en fonction de la nature des matériaux, on aura des coefficients de frottement différents. Ensuite, en fonction de l'état de surface, alors ça c'est quelque chose de très important. Par exemple, si vous êtes des fans de curling, on sait jamais, c'est pas non plus la saison, mais bon. Donc au curling, hein, ils s'amusent à balancer à faire glisser littéralement une pierre qui est en granit sur de la glace. Bah, la pierre qui est en granit, elle a été poncée, mais vraiment super bien, et ce qui fait elle a quasiment aucune aspérité. Et du coup, elle glisse bien sur la glace. Par contre, si vous prenez un vrai bout de granit que vous avez arraché sur une falaise et que vous le poussez sur la glace, vous allez voir que ça glisse globalement moins bien. Donc je pense que vous sentez là encore que le coefficient de frottement, il va non seulement dépendre des matériaux en contact, mais aussi de la rugosité de ces surfaces. Ensuite, est-ce qu'on va mettre du lubrifiant ou pas? Donc si vous voulez vous faire une petite expérience à la maison, vous frottez-vous les doigts l'un contre l'autre en appuyant un peu sur vos doigts, vous faites une pince. Donc normalement, c'est pas forcément évident de faire glisser vos doigts l'un sur l'autre. Plus vous serrez fort, plus ce sera dur. Hein. Je vous laisse y réfléchir, c'est le modèle de Coulomb. Et par contre, si maintenant vous mettez un peu d'huile d'olive ou de beurre entre vos doigts, vous allez voir que c'est plus facile. Voilà. Donc en fonction de la présence de lubrification ou pas, le coefficient de frottement va changer. Bon, et enfin, en fonction de la vitesse de glissement. Alors, pour résumer les deux derniers points, le modèle de frottement sec de Coulomb, il s'applique en théorie quand il n'y a pas de lubrification, et en théorie pour des vitesses de glissement faibles. Mais vu qu'il est bien pratique, ce modèle, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va garder le modèle de Coulomb qu'on maîtrise assez bien, et on va en fait modifier F en fonction du lubrifiant qu'on met. Si jamais il y a une vitesse de glissement qui devient importante entre nos deux solides, on va aussi modifier F. Voilà. Donc en fonction de... On sort un tout petit peu du cadre de la théorie classique de Coulomb, mais on peut tricher un peu en modifiant F. C'est quelque chose qui est fait en fait classiquement en sciences, hein, de façon générique. C'est garder des modélisations simples, mais jouer en fait sur des paramètres qui sont censés être des constantes. On les rend constantes par morceau, on va dire, pour pouvoir garder une modélisation relativement simple. C'est quand même un grand classique. Ok, donc ça c'est qu'est-ce qui peut avoir une influence sur F. Et là après je vous donne un petit tableau avec des valeurs classiques de coefficient de frottement. Alors c'est là que je refais un petit point sur coefficient de frottement, coefficient d'adhérence. Je m'adresse entre autres aux élèves de Monsieur Dupont, qui, à ma connaissance, aime bien faire la distinction entre les deux. Pour faire simple, le coefficient d'adhérence, c'est le coefficient qui apparaît dans cette relation, dans la relation quand on a de l'adhérence. Le coefficient de frottement, c'est le coefficient qui apparaît lorsqu'on a du frottement, donc quand on a du glissement. En pratique, dans la plupart des sujets, on utilise la même valeur, on utilise le même coefficient. Mais rigoureusement, le coefficient d'adhérence est un tout petit peu plus grand.
Donc ça veut dire qu'il y a un cône d'adhérence qui est un tout petit peu plus grand que le cône de frottement. Je sais que M. Dupont fait la distinction. De mémoire, il y a peu de sujets qui font la distinction. Ce qu'il faut retenir, c'est vaguement des ordres de grandeur. Globalement, savoir que acier sur acier, ce qui veut dire au sens large pièce mécanique de base sur pièce mécanique de base, on a un coefficient de frottement qui est autour de 0,2, 0,3, on va dire, entre 0,2 et 0,3 en général. 0,2, 0,3, ok. Après, dès qu'on va lubrifier ou mettre du bronze, alors bronze, ça m'étonne, c'est être un petit peu moins. Bon, on va pouvoir baisser le coefficient de frottement, hein, c'est le principe. Mais, donc, il peut passer en dessous de 0,1 assez facilement. Et à l'inverse, hein, par exemple, si on s'intéresse au coefficient de frottement du pneu sur une route, celui-là il est assez important, il doit être assez élevé, on est, quand la route est sèche, pas très loin de 1, un petit peu en dessous de 1. Donc voilà, si vous retenez que 0,3 pour des pièces mécaniques, un peu en dessous de 0,1 quand on met du lubrifiant, et autour de 1, un peu en dessous de 1 quand on a par exemple un pneu sur une route, vous êtes très bien. Alors c'est intéressant encore une fois d'avoir des ordres de grandeur, parce que imaginez que dans un sujet on vous demande, soit par calcul, soit en analysant des courbes expérimentales ou que sais-je, de déterminer un coefficient de frottement. Si vous trouvez un coefficient de frottement entre deux pièces métalliques de 6, a priori vous vous êtes planté. Voilà, donc c'est important d'avoir des ordres de grandeur. Mais je ne vous demande pas d'apprendre les valeurs de ce tableau, hein, dont déjà je pense qu'elles sont un peu discutables, mais vraiment juste de retenir l'ordre de grandeur. Pour finir sur le frottement en ce qui concerne le cours, on en reparlera en toute fin de la séquence 7. Quand on modélisera des actions mécaniques au niveau de mécanismes un peu particuliers qui utilisent du frottement, je pense notamment aux freins, je pense aussi aux embrayages, où on n'a pas encore tous les outils donc pour traiter ces problèmes-là, on verra ça dans les prochaines semaines, mais on reviendra donc sur le modèle de Coulomb à ce moment-là pour parler notamment d'embrayage de voiture et de frein. On refera d'autres exercices là-dessus. Et je pense que c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. On va commencer par 2-3 exercices vraiment tranquilles d'application directe du cours. Et on fera donc à la prochaine séance 1 ou 2 exercices un petit peu plus conséquents sur le frottement à proprement parler. Donc je vous dis à tout de suite.